apparemment, ça fonctionne. Apparemment ça fonctionne puisque je vois que le direct s'affiche. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Comme j'avais dit la semaine dernière à ceux qui m'ont gentiment écouté la semaine dernière. On me voit, je pense, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros problème de synchronisation, je ne sais pas. Je me vois sur l'écran mais avec un décalage. Donc on va peut-être attendre, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre de voir d'ailleurs si certaines personnes se connectent, je ne sais pas. C'est l'inconvénient, comme on dirait, l'inconvénient du direct. Et puis surtout le fait de ne pas savoir si on est écouté, si on est perçu par quelqu'un, car pour l'instant je ne vois personne de connecté. Donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Nous en sommes déjà à 1 minute 25. Ça me surprend qu'il n'y ait personne, parce que certaines personnes, je pense, étaient au courant. Voilà, je dis ça sans, comment dirais-je, sans fausse modestie, hein. Mais je ne vois personne de connecté, donc c'est ennuyeux de... Voilà, en tout cas, c'est pas dramatique, puisque si vous m'entendez, j'espère, de toute façon, la vidéo apparaîtra ensuite en différé sur ma page Facebook. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que la vidéo, pour des problèmes, je pense, de connexion ou d'informatique, s'est interrompue. Ah, il y a une personne qui est connectée, ça c'est bien. Une personne. Donc a priori, c'est que ça doit fonctionner, c'est qu'on doit m'entendre. Qu'on me voit, c'est pas trop grave. Qu'on m'entende, c'est quand même mieux. La semaine dernière, la connexion a coupé au bout d'à peine 5 minutes. 5 minutes 40. Donc c'était un petit peu fâcheux. Et après, en différé, effectivement, d'après les retours que j'ai eus, les gens pouvaient voir à peine, m'entendre à peine 5 minutes, et même certains encore moins. Là, je vois 2 personnes. Donc on va croiser les doigts, j'espère que ça va durer un petit peu plus longtemps. Et ça m'a ennuyé, enfin ennuyé c'est un bien grand mot, mais bon, je me suis renseigné sur internet et j'ai vu qu'a priori cette formule de vidéo donc en live sur Facebook pouvait durer jusqu'à 2 heures. Donc entre 5 minutes et 2 heures, il y a quand même de la marge. Alors rassurez-vous, ceux qui se connectent voilà, ou qui m'écouteront un peu plus tard, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures, bien évidemment, hein, parce qu'à un moment donné, on finit par lasser son auditoire, hein, je dirais, voilà. D'autant que c'est un exercice inédit et qui n'était pas du tout prévu, que j'avais pas du tout prévu de faire et que je n'ai pas, j'estime ne pas forcément avoir qualité pour le faire, quoique maintenant, vous savez, n'importe qui peut faire un petit peu n'importe quoi sur Internet, chacun donne son avis sur différents sujets. Moi j'ai parlé un petit peu du confinement la semaine dernière, mais c'était pas mon propos. J'étais pas venu ici pour vous parler du confinement, mais pour parler une fois de plus, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui m'ont écouté, parler très modestement de un petit peu d'histoire et un petit peu de Napoléon, qui est un sujet que je connais quand même un petit peu, même si je ne suis pas encore une fois, bien entendu, historien de formation, professionnel, voilà, ni même un super érudit, hein. Je ne suis qu'un amateur, je dirais un amateur éthéré, un napoléonien entre guillemets, comme on nous appelle un petit peu, qui est une race un petit peu bizarre, qui est un petit monde, un petit peu bon, petit monde napoléonien. On n'est pas forcément tant que ça. Euh, Même si quand il y a des émissions qui passent à la télévision, les Français aiment l'histoire quand même, il y a des émissions grand public, je ne vais pas citer les noms, et quand on parle de Napoléon, aussitôt, ça intéresse un peu les gens. Bon, alors évidemment, il y a toujours le débat, mais moi je ne vais pas vous faire un cours sur Napoléon. On sait que il y a comment dirais-je, des opinions très tranchées. On a appelé ça la légende noire d'un côté et la légende dorée de l'autre. C'est-à-dire d'un côté, on va voir tout en noir, on va dire Napoléon c'était un afro-dictateur. On a été en guerre tout le temps, il y a eu 1 million de morts. C'est ce qu'on entend souvent. Et puis de l'autre côté, la légende dorée, ceux qui vont vous expliquer vont vous dire que Napoléon
c'est formidable, c'est la meilleure période que la France, le meilleur régime que la France ait pu connaître. Vous avez même certaines personnes, mais après tout, chacun ses opinions politiques. Hein. Moi, je n'ai pas l'intention de parler de politique, mais certains qui se réclament du bonapartisme, qui est un mouvement d'ailleurs, qui est un mouvement de pensée qui a existé tout au long du 19e et dans une moindre mesure au 20e siècle, qui existe encore hein, un petit peu, et après tout, pourquoi pas, on peut de nos jours se revendiquer, pourquoi pas, ce bonapartiste, ce que je ne suis pas, ce que je ne crois pas être moi-même, même si dans le bonapartisme, on peut trouver des choses intéressantes. Moi, je cite toujours, j'ai fait de l'histoire, je dirais un petit peu comme tout le monde sur les bancs de la fac. J'ai surtout fait, j'ai fait du droit et de l'économie, puisque bon, ceux qui me connaissent savent que je travaille dans une grande compagnie d'assurance dont je ne citerai pas le nom, puisque nous avons été mis en cause, mais je ne vais pas parler de ça, à la télévision et sur Internet hier à propos de l'affaire d'un restaurateur parisien qui apparemment a gagné, sauf que c'est pas fini, puisque c'est juste une décision en référé. Donc c'est du référé, donc c'est pas terminé au niveau judiciaire, ça va se poursuivre, mais on va pas parler de ça. Pour en revenir à l'histoire, vous avez un historien, sociologue, voilà, qui intervenait beaucoup à la télévision, qu'on a vu quand même, qui était assez médiatisé, hein, qui était prof, qui s'appelait, son âme qui est décédée, mais qui s'appelait René Raymond. Et René Raymond est un homme dans les années 60, 70, je ne sais plus, il était universitaire, il a écrit un bouquin qui s'appelait Les droites en France, et il expliquait comme ça, il saucissonnait un petit peu la droite française, en nous disant, il y a la droite légitimiste, c'est-à-dire les Bourbons, on va dire, hein, c'est-à-dire ceux qui avaient les rois qui avaient régné sur la France, les orléanistes, qui sont toujours des Bourbons, mais la branche cadette d'Orléans, dont le dernier représentant est le roi Louis-Philippe Ier, qui ensuite aura des descendants qui sont un petit peu connus, hein, le comte de Paris notamment, qui a failli revenir au pouvoir, ça ne s'est pas fait. Son fils a épousé, si je ne m'abuse, une princesse allemande, et puis finalement ça ne s'est pas fait, nous sommes toujours en République. Et la troisième, qui est la branche bonapartiste, donc qui est représentée par Napoléon Ier, Napoléon III, et sa descendance. Pourquoi je vous disais ça? D'autant que je n'avais pas prévu du tout de partir là-dessus, mais c'est pas grave, pour ceux qui m'écoutent. Alors je suis content, et je salue en tout cas, car je vois qu'il y a 5 personnes, et je suis surtout très content parce que je vois que nous en sommes à 8 minutes de direct, et je croise les doigts, je croise vraiment les doigts, je fais tout ce que je veux, je prie la Sainte Vierge que nous ne soyons pas coupés, sachant que je ne vais pas parler pendant 2 heures. Et voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, il y a un maximum de 2 heures sur Facebook, mais je ne vais pas parler 2 heures, mais j'étais frustré et un peu déçu, et aussi je dirais pour ceux qui voulaient prendre plaisir, je dis ça en toute humilité, m'écouter la semaine dernière, puisque la semaine dernière la vidéo a coupé au bout de 5 minutes. Et je pense pour des problèmes techniques, et d'ailleurs dans mon secteur, j'ai été interrompu, ma connexion Orange n'a pas fonctionné depuis 24 heures. Hein. Depuis hier matin jusqu'à ce matin, dans le courant de la matinée, seulement c'est seulement revenu. Voilà, donc je ne suis pas le seul, mais bon. Oui, donc pour en finir sur mon sujet, René Raymond, et René Raymond, en parlant du bonapartisme, disait qu'il s'agissait en fait du gaullisme, plus exactement du gaullisme, du général de Gaulle, qu'il s'agissait en quelque sorte du dernier avatar du bonapartisme. Donc, ce qu'on retrouve dans le gaullisme, on ne va pas faire d'histoire politique, etc., certains d'autres le feraient bien mieux que moi. J'ai quelqu'un qui est dans ma liste d'amis Facebook, d'ailleurs, dont c'est plus ou moins le métier, il se reconnaîtra, hein, puisqu'il est maître de conférence à l'université de Nancy-Lorraine, sauf erreur, donc c'est son rayon, on va dire, et dernier avatar du bonapartisme, parce que c'est notamment la notion d'un exécutif fort, ce qu'était Napoléon, et ce qu'est le président de la République, comme vous le savez, sous la Ve République, donc qui est ce on l'a appelé la clé de voûte des institutions, et c'est tout à fait vrai. Contrairement au président des républiques précédentes, qui, pour parler un petit peu trivialement, inaugurait les chrysanthèmes. Et c'est assez juste. Voilà.
Donc voilà, mais bon, je vais passer sur ce sujet pour vous dire alors pourquoi cette vidéo. Effectivement, c'est ce que je voulais dire en 2 mots la semaine dernière quand j'ai été malheureusement coupé. Je voulais expliquer brièvement le pourquoi du comment. Et l'idée m'est venue pendant le confinement en me disant, alors il y a eu toutes sortes d'initiatives, c'est ce que je parlais la semaine dernière, hein. Vous avez des gens qui ont fait des vidéos sur internet pour nous montrer le confinement dans leur maison de campagne. C'était pas forcément très intéressant. Et il y a eu des initiatives plus intéressantes, et ça c'était le pourquoi. Sinon jamais j'aurais songé à prendre la parole comme ça, voilà, du tout. Et c'est venu par hasard parce que j'ai quelqu'un qui est dans ma liste d'amis Facebook, qui lui pour le coup est un historien professionnel, et qui a posté des petites vidéos, et c'est lui qui m'a donné l'idée, en toute modestie, donc qui m'a donné cette idée d'un petit peu d'en faire autant. Donc j'en profite pour faire un petit peu de, pas de pub, mais enfin pour parler un petit peu de lui, puisqu'il est au courant. Cet historien, c'est un jeune historien très compétent, qui a écrit des livres aussi, comme tout historien on peut dire. On est tombé à 3, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. En tout cas, on en est à 11 minutes et ça marche toujours. Donc c'est vraiment bien. J'espère que vous m'entendez. Voilà, ça c'est surtout important. Sachant que si ça fonctionne, et ben après on peut me revoir, m'entendre, j'espère, en toute modestie, encore une fois, en différé. L'historien en question s'appelle Vincent Hégel. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom, et je l'ai croisé une fois l'année dernière, c'était pour le 15 août, sauf erreur, aux Invalides. Le 15 août aux Invalides, puis il y avait une messe notamment qui était à Saint-Louis-des-Invalides en hommage à Napoléon. Pourquoi Napoléon? Parce que Napoléon est né un 15 août, le 15 août 1769. Voilà, donc c'est une date importante. Le 15 août, comme vous le savez, c'est le 15 août, c'est bien entendu, c'est aussi une fête religieuse, hein, bien sûr, c'est la fête de la Vierge, hein, sauf erreur, pas de l'Assomption, mais je ne sais plus comment on appelle ça, mais j'ai une collègue qui a fait le caté, là, voilà, qui a donné des cours de caté aux gamins, donc qui connaît ça bien mieux que moi, qui était le caté depuis fort longtemps. Voilà, donc Napoléon est né le 15 août. Il est un 15 août. Donc j'ai croisé Vincent Hégel à cette occasion, mais on n'a pas eu l'occasion d'engager la conversation. Hégel, j'espère que je n'écorche pas son nom, mais je sais qu'il est originaire de l'Est de Mulhouse, donc je pense pas qu'on prononce Hégélé, un nom comme ça. J'ai cherché un petit peu l'étymologie sur Internet, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Donc voilà, toujours est-il qu'il est historien, mais il n'est pas seulement historien, enfin il a une formation d'historien, il est aussi archiviste paléographe exactement. La paléographie, alors ça pour le coup j'ai révisé un petit peu, hein, voilà, parce que c'est une discipline, c'est un domaine qui n'est pas forcément très très connu. Et la paléographie en fait c'est l'étude des documents anciens, des textes anciens. Car quand vous travaillez dans le domaine évidemment de l'histoire, vous êtes amené à faire des recherches historiques dans les archives, etc. Et évidemment, vous êtes confronté à des textes en latin, en grec, pourquoi pas en hébreu, en tout ce que vous voudrez. Et donc la paléographie, c'est ça, c'est l'étude essentiellement des écritures anciennes, et je dirais pas seulement les langues mortes comme le latin, le grec, mais aussi, je pense, d'un point de vue calligraphique, parce que moi j'ai vu passer des documents, par exemple, pour faire des petites recherches moi-même à titre privé, des actes de baptême, des actes paroissiaux en italien, ou plus exactement en toscan, qui est en quelque sorte, on pourrait dire, le vieil italien, on va dire, des actes de naissance en Corse, et je peux vous dire que pour déchiffrer, en plus les gens écrivaient à la plume, bien évidemment, et pour déchiffrer, voilà, vous savez, dans le temps, nous on a à peine appris ça, et alors maintenant je pense que c'est totalement perdu. Il y avait les pleins et les déliés, comme on disait, mais moi à l'école on faisait des feux et des peu, on faisait des comme ça. Et alors là, ces documents pour le coup sont difficiles à déchiffrer, et il faut connaître tout ça, et donc effectivement c'est le travail d'un paléographe. Vincent Hégel est historien, et il est donc archiviste paléographe. Il a fait ses études dans une brillante école qui est peu connue, à mon avis, que personnellement je ne connaissais pas, qui s'appelle l'école des Chartes, qui est une école justement qui forme à la paléographie, notamment, mais sans doute pas seulement, mais qui fait ça. Et qui est une école, sauf erreur de ma part, qui existe, qui a été fondée en 1829. Donc vous voyez que ça ne date pas d'hier.
Et donc il est historien et il est, en raison de ses études, il est actuellement conservateur d'une belle maison puisqu'il est conservateur de la bibliothèque de Versailles. Moi je ne suis pas allé à Versailles depuis une bonne dizaine d'années, mais le peu que j'ai pu voir sur internet, c'est une belle maison avec une collection, une belle collection de livres anciens notamment, donc c'est plutôt bien. Voilà. Et Vincent Hégel, donc pendant le confinement, évidemment la bibliothèque de Versailles était fermée, et il a posté des petites vidéos sur internet pour nous montrer des livres donc, qui figurent dans ses collections, dont il a la responsabilité à la bibliothèque de Versailles. Alors c'était pas d'ailleurs, il n'a pas présenté d'ailleurs que des livres d'histoire, il a présenté des livres de philosophie, des livres anciens, des ouvrages anciens, avec des particularités intéressantes, voilà. Et la dernière en date, j'ai vu qu'il traitait alors d'un auteur que j'ignorais, dont je ne connaissais pas, on apprend forcément des choses en l'écoutant, qui s'appelle Théophile de Viau, et qui était un écrivain du XVIIIe siècle, hein, donc le XVIIIe, je pense que vous situez, c'est la Régence, après la mort de Louis XIV, Louis XV, donc jusqu'à Louis XVI, la Révolution, pour faire court. Et c'était la grande époque un petit peu ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, bon, voilà, et du libertinage aussi, voilà. Et donc ce Théophile de Viau était un auteur libertin, mais on sait que les auteurs libertins avaient évidemment étaient un petit peu en délicatesse avec la censure, car il y avait une censure à l'époque très forte qui s'exerçait notamment sur ces ouvrages licencieux ou prétendus tels, et surtout quand ces livres s'en prenaient un petit peu, disons même gentiment, à la morale, à la religion bien entendu. Car vous savez qu'à l'époque, on pouvait se retrouver condamné, ça a été le cas pour certains, effectivement pour délit de blasphème, c'est-à-dire lorsqu'on critiquait la religion, catholique et romaine, apostolique en l'occurrence à l'époque, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais bon, puisque le délit de blasphème a été aboli sous la Révolution. Mais à l'époque, voilà, nous on a oublié ces choses-là, mais à l'époque c'est... Donc Vincent Hégel a posté ces petites vidéos, et c'est lui en quelque sorte, et je le remercie. Je vois qu'il me suit, il a mis une petite... Alors n'hésitez pas à faire des commentaires, et ce que je veux dire, je redis encore, mais c'est pas pour me dissimuler derrière un paravent, je ne suis pas historien, je n'ai pas fait... Enfin, j'ai pas fait d'études littéraires, hein. Voilà, donc je revendique le droit un petit peu à l'erreur et à dire j'espère pas des énormités, mais quelques bêtises. Je vois qu'il me rectifie. Théophile de Viau, alors ça c'est bien parce que il me suit. Théophile de Viau, c'était un siècle avant. Il a raison, donc c'est le XVIIe siècle, c'est-à-dire les années 1600. C'est plutôt Louis XIII, tout ce qu'on a appelé après Louis XIII, hein, c'est-à-dire la période de la Fronde, Richelieu, et la minorité de Louis XIV. Voilà, tout le grand siècle de Louis XIV. Bon, voilà. Mais le libertinage a continué après avec d'autres. On pourrait parler de Diderot, on pourrait parler d'autres personnes plus proches effectivement de la Révolution. Voilà. Donc Vincent Hégel, et c'est lui qui m'a donné un petit peu l'idée. Alors je me suis dit, après tout, une fois de plus, en toute humilité, je pourrais en faire autant pendant le confinement. Sauf que le confinement est terminé, donc ça présente un petit peu moins d'intérêt, mais bon, a posteriori, je me suis dit, je vais faire quand même, mais la semaine dernière, la connexion a coupé, et nous en sommes à 19 minutes. La semaine dernière, la connexion a coupé au bout d'à peine 5 minutes, donc j'étais un petit peu désolé pour les quelques personnes qui m'ont suivi, et puis un peu frustré de ne pas être allé, je dirais, jusqu'au bout de mon propos. Donc je me suis dit comment je pourrais bien faire. Ça, c'était le pourquoi. Ensuite, c'est le comment. Et je me suis dit, comment pourrais-je faire dans ma grande naïveté, parce qu'on voit passer des vidéos sur Internet, voilà, mais bon. Vous avez des gens dont c'est presque le métier, vous avez des blogueurs, etc., qui ont une chaîne, moi j'ai un compte YouTube, mais j'y vais très très rarement. Vous avez des gens qui ont une chaîne YouTube, et qui postent régulièrement des vidéos. Sauf que ça, c'est un exercice qui vaut le coup, je dirais, intéressant pour ceux qui le font très très régulièrement. Moi, bien évidemment, je n'ai pas l'intention de m'incruster sur Facebook avec des vidéos.
Puis à un moment donné, je pense que ça doit devenir payant. Il faut prendre un abonnement ou quelque chose à YouTube. C'est plus compliqué à mettre en place, donc sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai vu, chose que j'ignorais alors que cela existe depuis 2016, j'ai vu cette fonction vidéo en direct effectivement sur ma page Facebook, donc Facebook Live, et je me suis dit, bah, après tout, je vais me lancer, je vais regarder comment ça fonctionne. J'ai eu gros problème de, comment dirais-je, de compatibilité, pardon, déjà avec mon navigateur, puisqu'Internet Explorer, il faut bien le dire, est pourri. Je crois qu'il n'y a plus de mise à jour de maintenance faite par Microsoft. Alors j'avais Chrome, mais Chrome ne suffit pas encore. Il m'a fallu que j'installe Chrome Beta, que je ne connaissais pas. Voilà, Chrome Beta. J'espère que moi je ne le suis pas trop. Beta, mais bon, voilà. Ça a fonctionné. Ensuite, j'ai eu des problèmes pour faire fonctionner ma webcam. J'ai une webcam, alors qu'en fait, j'ai la caméra intégrée qui, je l'espère, fonctionne assez bien dans mon ordinateur qui, lui, fonctionne de moins en moins bien. Donc ça, je dirais, c'est le comment. Et finalement, a priori, là, nous sommes toujours en direct et ça marche. Donc j'espère que vous, effectivement, que vous m'entendez. Ça, c'était le comment. Voilà pourquoi. Après, je me suis dit, après le pourquoi et le comment, je me suis dit le format. Le format, c'est tout simple, c'est moi qui vous parle dans le post, je dirais. Et pour ceux qui ont regardé un petit peu dans le détail, je ne sais pas, qui ont vu, j'ai appelé ça les causeries du samedi. Les causeries du samedi de l'oncle Philippe. Alors c'est un petit peu présomptueux, sans doute, c'est aussi un petit peu une boutade, les causeries du samedi de l'oncle Philippe. Mais en même temps, il y a un message subliminal un petit peu dedans. Pour ceux qui ont réfléchi peut-être, voilà, ça les a peut-être un petit peu interrogés quelque part, les causeries du samedi. Je pensais dire au début les bonnes histoires de l'oncle Philippe, mais je me suis dit on va penser que je vais raconter des blagues. C'est vrai que je raconte, certains qui me connaissent ou qui me suivent, même qui me connaissent dans la vraie vie, pas uniquement dans le virtuel, savent que ça m'arrive assez souvent de raconter des bêtises. Heureusement, je pense quand même être un homme sérieux, mais qui fait les choses sérieusement, mais sans me prendre trop au sérieux. Voilà. Et donc, les bonnes histoires. Alors, l'oncle Philippe, d'abord, pourquoi? Ça, c'est une réalité, puisque j'ai une nièce sur Facebook qui est dans ma liste d'amis. J'ai une nièce sur Facebook, et j'ai aussi, d'ailleurs, elle doit me suivre, c'est possible. Là, on est tombé à deux, je ne sais pas, mais il y a sûrement des personnes qui ont des problèmes de connexion. J'ai une nièce qui est sur Facebook, et j'ai aussi deux petites nièces qui sont dans ma liste d'amis Facebook. Deux petites nièces, pourquoi? Puisque ce sont les filles, elles sont grandes maintenant, ce sont les filles de mon neveu. J'ai donc des petites nièces. J'en ai même une qui a accouché d'un petit garçon il n'y a pas longtemps, ce qui fait que j'ai une arrière, c'est un garçon, sauf erreur de ma part, j'ai donc un arrière-petit-neveu. Ce qui à mon âge peut paraître un petit peu étonnant, mais bon, c'est comme ça. J'ai un arrière-petit-neveu. Donc l'oncle Philippe, voilà, c'est drôle. Et en plus, ça m'a fait penser, pour ceux qui ont connu, pour les plus anciens peut-être d'entre nous, mais pas si anciens que ça, puisque ça remonte aux années, je dirais 60-70, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Les bonnes histoires de l'oncle Paul. Donc c'est pour ça, l'allusion vient de là. Lorsque je parle de l'oncle Philippe, ça s'appelait Les bonnes histoires de l'oncle Paul. Et cet oncle Paul, voilà, la semaine dernière, je m'étais fait tout beau avec une chemise, sauf erreur, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus décontracté avec mon t-shirt Ukraine. Mais bon, ça c'est autre chose. On pourrait en parler, mais c'est autre chose. Et l'oncle Paul, donc Les bonnes histoires de l'oncle Paul, c'est une bande dessinée qui paraissait dans le journal Tintin ou dans le journal Spirou, je ne suis plus sûr. Moi, j'en ai une pile dans un carton dans mon grenier, mais bon voilà, ça paraissait, je dirais, fin des années 60-70, les bonnes histoires de l'oncle Paul. Et cet oncle Paul racontait à ses petits-neveux, on va dire, toutes sortes d'histoires, et bien souvent ça portait sur la technologie et sur la vision, je dirais, sur la vision que les gens de l'époque, années 60, années 70, sur la vision que nos parents, qu'on avait, par exemple, de l'an 2000, de ce que serait l'an 2000. Sauf qu'on sait, évidemment, que les choses ne se sont pas, peut-être pas tout à fait comme les gens l'imaginaient à l'époque, puisque, on le sait, entre-temps, la crise économique
à la suite notamment du choc pétrolier de 73, s'est instauré, hein, le chômage de masse, les fermetures d'usines, malheureusement, etc. Et les 30 Glorieuses, c'est fini. On n'en est jamais, on en est toujours, il faut bien le dire, toujours plus ou moins de là. La situation actuelle est difficile pour tous. Voilà. Alors, à l'époque, l'oncle Paul, lui, imaginait un avenir merveilleux, et je me souviens de ces bandes dessinées où on voyait, par exemple, des voitures, des engins volants dans le ciel, c'était formidable, on se déplaçait comme ça, et des voitures, alors c'était un peu de la science-fiction, des voitures qui roulait toute seule avec, il n'y avait plus de volant, et puis le conducteur, lui, il avait les bras croisés dans son véhicule et la voiture avançait toute seule. Quoique aujourd'hui on y est presque, puisqu'il y a déjà des expériences de fait là-dessus, il y a le GPS, etc. Donc quelque part c'est un petit peu le reflet de la réalité, mais on n'en est pas encore totalement de là. Donc les bonnes histoires. Mais je me suis dit, les bonnes histoires de l'oncle Paul, ça va faire un peu bizarre, donc je vais garder l'oncle Philippe, qui est une allusion à cette bande dessinée de l'oncle Paul. Le samedi, ça m'ennuyait parce que... Alors ça, c'est parce que j'ai une collègue de travail qui m'a dit, elle se reconnaîtra, je ne vais pas citer de nom, elle se prénomme Florence, elle se reconnaîtra, mais bon, et qui m'a dit, tu n'as qu'à faire, tiens, c'est sympa, tu n'as qu'à faire une vidéo tous les samedis. Alors moi, sincèrement, je n'ai pas l'intention de revenir tous les samedis. Si ça intéresse, après tout, je reviendrai peut-être, mais bon, je n'ai pas l'intention de faire quelque chose de régulier, d'autant que nous en sommes déjà à presque une demi-heure. Alors, mais j'ai gardé les causeries du samedi. Pourquoi plutôt que les bonnes histoires, ou bon, voilà, c'est pas très... J'ai pris les causeries du samedi, ça m'est venu d'un seul coup à l'esprit. Alors là, pour encore les plus anciens, mais je connais quelqu'un qui est historien et qui est écrivain historien de la période napoléonienne notamment, qui est dans ma liste d'amis Facebook, qui me suit d'ailleurs, qui écoute peut-être, quoique je vois qu'il n'y a plus qu'une seule personne, mais bon. Et qui a connu cette époque. Les causeries du samedi, c'est quelque chose qui a véritablement existé, puisqu'il s'agit de Pierre Mendès France, pour ceux qui connaissent, homme d'État, homme politique, ancien président du Conseil sous la 4ème République. Pierre Mendès France. C'est la période de la fin de l'Indochine française avec la bataille, la défaite, on peut dire, de Dien Bien Phu. Ce qu'on a appelé la décolonisation, puisque vous savez que c'est la grande époque où on a décolonisé un peu à regret, il faut bien le dire, c'est-à-dire l'Indochine, l'Algérie, voilà. Bon, là, ça c'est dans le vent de l'histoire, on ne va pas parler de ça. La France avait un empire colonial, elle l'a perdu, on ne va pas réécrire l'histoire, c'est comme ça. Et donc Pierre Mendès France a été président du Conseil, puisqu'à l'époque on parlait d'un président du Conseil et non pas d'un Premier ministre. Donc président du Conseil, Pierre Mendès France, et pour expliquer sa politique aux Français, à une époque où bien évidemment il y avait encore, imaginez en 1954, il y avait encore très peu de postes de télévision dans les ménages français. Moi, mes parents ont acheté leur premier poste de télévision en 63. Je dois avoir la facture encore quelque part. Mais à l'époque, évidemment, ce n'était pas le cas de tous les Français, loin de là. Alors, le vecteur, les médias, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas encore Internet. Les médias principaux, c'était essentiellement, bien entendu, la presse écrite, qui faisait des tirages beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, et la radio, qui, elle, fonctionnait très bien. Radio Luxembourg, que sais-je, voilà. Il n'y avait peut-être pas encore Europe 1, mais enfin il y en avait d'autres, qui ont changé de nom entre-temps. Et Pierre Mendès France a utilisé la radio pour faire des causeries, ce qui a été appelé à l'époque les causeries du samedi, c'est-à-dire que tous les samedis, il donnait rendez-vous sur les radios aux Français, donc des causeries radiophoniques, pour expliquer aux Français, effectivement, la politique qu'il menait en tant que chef de gouvernement, et notamment la politique qu'il menait en Indochine. On sait finalement que Pierre Mendès France, mais à l'époque, vous savez que sous la 4ème République, les gouvernements défilaient aussi vite que l'éclair, et Pierre Mendès France est resté 8 mois environ au pouvoir. Il n'a pas chuté d'ailleurs sur l'Indochine, il a chuté sur la question d'une défense européenne déjà à l'époque, mais bon, c'est la communauté européenne de défense, on appelait ça. Mais bon, c'est comme ça.
Donc Pierre Mendès France, les causeries du samedi. Alors je me suis dit, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit message subliminal, je vais reprendre le titre, les causeries du samedi de l'oncle Philippe, mais encore une fois, voilà, en toute humilité, en toute modestie, je n'aurais pas la prétention de me comparer à un homme d'État de la pointure, il faut bien le dire quand même, un des rares peut-être hommes d'État quand même que j'estime moi personnellement capable que la France ait connu, même s'il est resté peu de temps au pouvoir. Bon, il faut savoir qu'auparavant, il avait été dans la résistance, ministre du général de Gaulle à la Libération et également secrétaire d'État, si je ne m'abuse, en 1936, lors du gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Bon, tout ça, c'est évidemment c'est du passé, mais pour ceux qui aiment l'histoire, c'est toujours intéressant. Donc les causeries du samedi. Et j'en arrive donc à la fin. Ce que je voulais vous dire, ce que j'avais préparé la semaine dernière, mais malheureusement la connexion a coupé, c'était vous présenter, donc faire un petit exercice, mais encore une fois en toute modestie, un petit exercice un petit peu similaire à celui de Vincent Hegel, mais lui qui est encore une fois un historien professionnel et un conservateur de bibliothèque, ce que je ne suis pas, pour vous présenter quelques livres. Et je voulais vous présenter quelques livres anciens, peut-être un petit peu, certaines éditions qui sont un petit peu rares quand même pour certains, qui sont dans ma collection, dans ma bibliothèque, on va dire, dans ma bibliothèque napoléonienne. Parce que pour ceux qui nous écoutent, il doit y avoir quelques napoléoniens férus d'histoire napoléonienne, à mon avis. En tout cas, il y en a dans ma liste Facebook. Et on appelle ça communément une bibliothèque napoléonienne, c'est-à-dire des livres qui sont essentiellement consacrés à la période du Premier Empire et de Napoléon. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir qu'on estime environ, actuellement, à environ 70 000 livres, un peu plus, un peu moins peut-être, mais environ à 70 000 livres qui sont parus sur Napoléon, ce qui est absolument énorme, et qui sont parus depuis la mort de Napoléon. Il y a une phrase qui est assez connue, qui revient voilà, dans les émissions historiques, parfois à la télé, et qui est de l'historien Jean Tullard, qui est un grand historien de la période napoléonienne, voilà, qui a été professeur à la Sorbonne, etc., qui a écrit beaucoup d'ouvrages très savants sur la période, et qui dit souvent qu'il est paru plus de livres sur Napoléon que de jours qu'il s'est écoulé depuis sa mort. Alors je n'ai pas fait de calcul, mais faites-le, c'est très simple à faire. Napoléon est mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821, à 17h49 du soir pour être parfaitement exact. D'ailleurs, nous allons commémorer, ça ne vous aura pas échappé, nous allons commémorer le bicentenaire l'année prochaine, puisque nous serons en 2021. Donc ça sera la commémoration de la mort de Napoléon Ier. Donc faites le calcul, en 2 siècles, 365 jours par an, et s'est écoulé moins de jours qu'il ne s'est publié de livres sur Napoléon depuis sa mort. C'est, à mon avis, d'ailleurs, quelque chose d'absolument unique d'un point de vue littéraire. Il n'y a, à mon avis, pas d'équivalent dans l'histoire de France ou même dans l'histoire mondiale, trouver quelqu'un qui puisse avoir une telle production. Alors attention, quand on dit 70 000 livres, il faut nuancer un petit peu le propos. Tous les livres ne sont pas des biographies de Napoléon. Il y a des biographies importantes sur Napoléon. Par exemple, Jean Tullard est évidemment le premier à écrire des livres, mais je pourrais citer bien d'autres, des historiens comme Frédéric Masson, comme Louis Madelin, comme Thiers, qui a écrit une grande histoire du consulat et de l'Empire. Mais dans la quantité, vous avez des livres qui traitent sur un plan plus large du Premier Empire et autour de Napoléon. Par exemple, la fin de sa vie, comme vous le savez, les dernières années de sa vie que Napoléon a passé à Sainte-Hélène, eh bien, il y a des ouvrages sur Sainte-Hélène. Alors évidemment, Napoléon est toujours en quelque sorte en toile de fond, mais n'est pas forcément le personnage principal. Mais tout ça, évidemment, peut être considéré dans les 70 000 ouvrages. Donc je voulais présenter quelques livres comme ça, sauf que nous sommes sortis du confinement, mais peut-être que je referai une autre petite vidéo. Voilà, je vais juste en terminer, je vais en profiter parce que je vois que c'est pas coupé et il y a 2 personnes qui suivent peut-être. Voilà, je vais vous présenter quelques livres.
je vais vous présenter celui-ci. Alors Jean Tullard, dont j'ai parlé à l'instant, qui est un grand auteur, qui a été prof à la Sorbonne, voilà, membre de l'Institut, qui est toujours là d'ailleurs, hein, qui écrit toujours, qui fait toujours des conférences, voilà. Et celui-ci s'appelle Napoléon chef de guerre. Pourquoi je vous présente ces livres? C'est parce que j'ai fait du rangement dans mes livres. Voilà, j'ai cherché un livre dont je n'ai toujours pas, qui n'est pas du tout d'ailleurs sur Napoléon, un livre dont je n'ai toujours pas remis la main dessus, parce qu'il y en a un peu partout, mais je n'arrive pas à le trouver, c'est pas grave. Et en cherchant ce livre, en faisant du rangement, eh bien j'ai trouvé des livres en double. Voilà. J'ai des doublons. Celui-ci, Napoléon chef de guerre, donc que je n'ai pas lu, que j'avoue en toute honnêteté ne pas avoir lu, mais qui est très intéressant, et dans lequel Jean Tullard nous explique effectivement les guerres napoléoniennes. Alors la vie militaire, mais pas uniquement les batailles, mais également, par exemple, il y a un chapitre qui est consacré à la guerre psychologique, car c'est important, et on sait que sous l'Empire, il y a eu une forme de guerre psychologique. Napoléon avait des espions, avait des espions un peu partout. Le plus célèbre, le plus connu, c'est Schulmeister. Il y en a eu d'autres. Je pourrais parler d'un espion qui me tient à cœur, qui s'appelle Cipriani, qui était corse. Bon, je ferai peut-être une petite vidéo sur Cipriani, on en reparlera peut-être. Donc la guerre psychologique, la guerre 1 million de morts, oui, ça c'est ce qu'on dit toujours, les prisonniers, la bataille, les manœuvres, le corps d'armée, comment l'armée napoléonienne, comment la grande armée, qui était une armée énorme. Il faut savoir que la garde impériale, par exemple, les effectifs, à un moment donné, rien que dans la garde impériale, c'était jusqu'à 80 000 hommes. Donc c'est quand même énorme. La guerre économique, ça a été quelque chose de très important sous l'Empire, puisque, comme on le sait, Napoléon avait mis en place ce qu'on a appelé le blocus continental. Blocus continental qui consistait à tenter, mais malheureusement ça a échoué, il n'a jamais pu mettre en place un blocus continental complet, qui consistait, dont le but, la finalité, je dirais, était d'étouffer économiquement l'ennemi principal de la France à cette époque, c'est-à-dire l'Angleterre, puisque l'Angleterre, comme on sait, avait la maîtrise des mers, les Anglais avaient une marine plus importante que nous, avec une discipline de fer plus que nous, même trop d'ailleurs, puisqu'il y avait encore des châtiments corporels, etc. Voilà, donc les Anglais avaient la maîtrise des mers, Napoléon a voulu tenter, mais ça n'a pas été possible, une descente en Angleterre. On employait le terme de descente, alors que si on regarde sur une carte, sur une map monde, les Anglais, l'Angleterre est au-dessus, et bon, on appelait ça la descente. Il y a eu une expédition d'ailleurs de descente en Irlande, d'ailleurs, sous la Révolution française, mais c'est une autre histoire. Cela a échoué, puisque, comme vous le savez, l'armée française a vécu une lourde défaite à Trafalgar, bataille de Trafalgar, où Nelson est mort, mais ça n'a pas changé l'issue de la bataille, et donc privé de marine, en tout cas de force de marine suffisamment importante, Napoléon n'a pas pu envahir l'Angleterre, et il s'est dit, puisqu'on ne peut pas les battre militairement sur le terrain, on va les battre économiquement, on va essayer de les étouffer, et le but était de fermer tous les ports européens, puisque la France occupait une bonne partie, ou avait des alliés, qui n'ont pas tous malheureusement toujours été des alliés, mais le but était de fermer les ports au commerce, aux produits anglais. Ça a failli fonctionner, puisque, si je ne m'abuse, en 1815, lorsque Napoléon abdique pour la seconde fois, lorsqu'il quitte le pouvoir, les Anglais étaient endettés de 22 millions. Chiffre à vérifier, mais 22 millions de livres. Imaginez 22 millions de livres anglaises à l'époque, ce que ça peut faire aujourd'hui. Il faudrait faire sans doute une conversion, voir. Donc ils étaient vraiment dans une situation difficile, mais ça n'a pas suffi, et finalement l'Empire napoléonien s'est écroulé. C'est ainsi. Donc je voulais vous présenter ce livre, Napoléon, chef de guerre, voilà, qui n'est pas forcément le livre le plus connu de Jean Tullard, mais qui est intéressant. Et pourquoi je vous montre ces livres, et je vais en finir là-dessus, parce que je vois que nous en sommes à 40 minutes, mais apparemment ça tourne toujours, donc c'est très bien. Pourquoi? Parce que je vous disais à l'instant que j'avais des livres en double, et plutôt j'aime pas jeter les livres, etc. Je préfère les donner. Donc avis aux amateurs, à ceux qui seraient intéressés,
par les livres, eh bien faites-moi signe, envoyez-moi un petit MP, comme on me dit, un petit message privé sur Messenger, sur Facebook, tout ce que vous voudrez, et je tiens les livres à la disposition de ceux que cela intéresse. Celui-ci est presque réservé à quelqu'un, il se reconnaîtra, qui est dans ma liste d'amis, mais je ne suis pas certain 100% qu'il le veuille, il m'a dit qu'il ne l'avait pas. Mais bon voilà. Chose intéressante, moi je ne vends pas, je donne. Donc il faut profiter, à ceux qui sont intéressés, je les donne en plus. Voilà. Donc ce sont des livres que j'ai en doute. Donc celui-ci. Alors, on va passer au suivant. Je vais vous montrer celui-ci. Alors ça, un auteur plus connu, un auteur évidemment que je ne présente pas, mais que je vais essayer quand même de cadrer un peu mieux. Signé Jean d'Ormesson, bon, écrivain et académicien français, disparu il y a peu de temps, mais très connu, hein, voilà, et qui a écrit ce petit livre qui s'appelle La Conversation. Alors, en réalité, c'est pas un livre d'histoire, mais qui traite de Napoléon. La Conversation, pourquoi? Parce que Jean d'Ormesson a imaginé un dialogue oui, voilà, je me répète, pardon, un dialogue imaginaire, mais qui aurait pu exister et en tout cas qui sous d'autres formes existait forcément. Un dialogue, une conversation entre Napoléon et Cambacérès. Qui était Cambacérès, pour ceux qui ne connaissent pas? Cambacérès d'abord c'était un juriste, il était originaire de Montpellier si je ne m'abuse, grand juriste français, et il fait partie des juristes qui ont participé à l'élaboration du Code civil. Car comme vous le savez, il n'y avait pas de code. La France de l'Ancien Régime, il y avait des législations différentes, il n'y avait pas d'unification. Sous la Révolution, je vois que j'ai une nièce qui suit et qui a fait des études d'histoire et qui connaît ça, qui connaît peut-être mieux que moi. Moi, la Révolution française, c'est pas trop mon rayon. Sous la Révolution française, il faut savoir qu'il y avait eu des projets de code d'unification du droit. Voilà. Contrairement au droit anglais, qui, comme on le sait, ce qu'on appelle la common law en Angleterre, eux, ils n'ont pas du tout un système écrit fondé sur un code civil, mais ils ont beaucoup plus un système fondé sur les décisions de justice, ce qu'on appelle la jurisprudence. Voilà. Petite parenthèse que je referme. Code civil. Donc il y avait des projets qui avaient commencé, mais qui, compte tenu de l'instabilité révolutionnaire, vous savez que les régimes se sont succédés, hein, la Convention, la Terreur, Robespierre, le Directoire, etc., les projets étaient restés dans les cartons. Quand Napoléon prend le pouvoir, donc le consulat, à la suite du 18 Brumaire, qui en fait s'est déroulé surtout le lendemain, le 19, mais bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, comme je vous ai dit. Je vous renvoie aux historiens très compétents et qui font des conférences bien mieux que moi. Napoléon a voulu mettre en place un code civil. Ça a donc donné l'élaboration du code civil, qu'on appellera, lorsqu'il deviendra empereur, qu'on appellera le Code Napoléon. Le Code civil existe toujours, puisqu'on a fêté en 2004, sauf erreur, le bicentenaire donc, du Code Napoléon. Il y a eu une réédition d'ailleurs à cette époque du Code civil. Le Code civil, lui, il a continué à vivre sa vie. Le Code civil régit notre vie de tous les jours. Vous avez un grand chapitre, par exemple, sur le mariage, le divorce, etc. Alors, bien évidemment, beaucoup d'articles ont changé depuis l'époque de Napoléon. Le droit, évidemment, est une matière vivante. Donc, Cambacérès a participé à l'élaboration du Code civil. Très bien. Ensuite, sous l'Empire, il deviendra j'étais sûr que je me tromperais, archi-chancelier de l'Empire. Titre un peu ronflant, qui correspondait en quelque sorte à une sorte de numéro 2, on peut dire, en ce qui concerne les affaires civiles, et notamment en ce qui concerne les affaires intérieures de la France, lorsque Napoléon, en l'absence notamment de Napoléon, et on sait que Napoléon a été souverain absent, et cela a coupé naturellement. Ah, ça a coupé. Ah bah tant pis, ça a coupé. Alors, l'enregistrement.
Alors je vais terminer, je ne sais pas si vous me voyez, mais je vois que le direct tourne toujours. Alors je vous souhaite un bon week-end. Je ferai plutôt peut-être une autre vidéo car malheureusement je ne vois plus rien. Donc je vous remercie en tout cas, ceux qui se sont connectés, ceux qui ont pris plaisir, je dirais, à écouter mon discours qui n'est peut-être pas toujours clair, mais en tout cas, voilà. Je vous souhaite un bon week-end ensoleillé et à tous, bonne soirée.